La crise du monde moderne de René Guénon. L'esprit moderne, émanation de l'Occident, nous dit René Guénon, n'est rien d'autre que l'esprit antitraditionnel. Page 18. Il puise aux Grecs et à leur philosophie son émancipation de tout ce qui est d'ordre supra-rationnel, c'est-à-dire qui appartient à un domaine supérieur et qui échappe à la rationalité. Cet esprit moderne a décidé de manière autoritaire d'ignorer et de nier tout ésotérisme. Page 19. C'est pourquoi ce que l'on appelle les modernes, nous dit René Guénon, se moquent du Moyen-Âge. Il leur paraît beaucoup plus étranger et lointain que l'Antiquité classique et sont incapables d'en comprendre l'intellectualité. Page 23. Le Moyen-Âge, du règne de Charlemagne au XIVe siècle, fut une période où l'ordre normal fut restauré. Après, nous dit René Guénon, a commencé une nouvelle décadence, par strates de décomposition morale et anthropologique. La Renaissance et la Réforme qui déchirèrent au XVIe siècle l'Église catholique finirent par consumer l'esprit traditionnel. La Renaissance sévit dans le domaine des sciences et celui des arts, et la Réforme dans le domaine religieux. Finalement, le Moyen-Âge est sorti des mémoires, si bien que les seuls fragments d'existence de cette période affectent négativement les esprits. En effet, le Moyen-Âge est considéré comme une époque de ténèbres, d'ignorance et de barbarie, faisant oublier que ces cathédrales et ce mont qui au nord fut qualifié par Guy de Maupassant de gigantesques bijoux de granit aussi légers qu'une dentelle, demeurent des exploits architecturaux incomparables. Tout l'esprit moyenâgeux est cristallisé dans ces chefs-d'œuvre de l'art gothique où séjourne une foi chrétienne florissante et foisonnante. Tout le désordre moderne provient de cette vue étroite qui cloisonne les hommes dans une pensée précaire, c'est-à-dire que ces derniers sont conduits dans des directions aléatoires et dénués de principes fondamentaux et invariables. La variabilité, peut-on dire, est le propre de l'esprit moderne. Celui-ci va là où la nouveauté le conduit. La mode est son baromètre. Il ne cesse de chercher la transformation dans l'innovation, délaissant la véritable transformation, celle intérieure et spirituelle, qui tend à faire taire les traces du péché originel. Car contrairement à l'esprit oriental, encore traditionnel, nous dit René Guénon, sans détailler les espaces de ce vaste espace qui se contient entre l'Extrême-Orient et le Proche-Orient, page 29, l'Occident est dirigé par un rationalisme desséchant. Pour en revenir au Moyen-Âge que l'esprit moderne a délaissé pour mieux se plonger dans son aventure lunaire, celui-ci a offert bien des saveurs morales, comme l'amour courtois où le chevalier, pour conquérir sa bien-aimée, fait preuve de bravoure tout en maniant la poésie, la politesse et les bonnes manières. Le Moyen-Âge a également, et outre les prouesses architecturales que l'on vient d'évoquer, une tradition narrative d'une immensurable ampleur. À cet égard, on peut citer le long poème florentin divisé en 3 parties, où son auteur, accompagné d'un certain Virgile, traverse l'enfer et le purgatoire pour atteindre le paradis. René Guénon, qui, à ce propos, a écrit un ouvrage sur l'ésotérisme de Dante, cite la fameuse légende du Saint Graal, où, au pied de la croix, un calice s'est miraculeusement rempli d'une mesure de ce sang pur qui coula jusqu'aux enfers pour défaire celui qui avait ordonné cette boucherie. Ce récit déploya dans les esprits de ce temps les formes chrétiennes de l'esprit traditionnel. L'esprit moderne, quant à lui, vogue dans des sphères de rêverie inconsistantes fabriquées par les désirs déréglés. Page 33. Le parti pris, développé par Simone Weil, est la mesure de la pensée moderne, ici. Il y a autant de partis pris qu'il y a d'individus. Il y a donc autant de vérités que d'individus, et chacun d'eux entend défendre la sienne. Toutes ces fractions de vérité qui feignent d'atteindre la vérité sont alimentées par l'ego narcissique. En réalité, l'esprit moderne fabrique une intellectualité parallèle qui jamais n'atteint la droite ligne de la vérité. L'esprit moderne se renouvelle dans cette dissolution de la vérité. Ainsi, aucun penseur moderne, cloisonné dans sa branche intellectuelle, n'est en mesure de rejoindre le point le plus élevé de la vérité, puisque trop éloigné de lui. Il a donc cessé de chercher le point culminant, se contentant d'éclairer cette infime parcelle de vérité qui fait sa spécialité, en la divisant à nouveau avec un apport personnel sointant de narcissisme. Il n'a donc aucune intention de retrouver la véritable intellectualité, qui est celle de l'esprit traditionnel. Il se contente de créer un point culminant dans sa propre sphère de division, afin de définir une nouvelle petite vérité. C'est ainsi que l'esprit moderne s'éloigne de l'esprit traditionnel.
L'action convient donc à l'esprit moderne et la contemplation à l'esprit traditionnel. Page 39. De ces deux esprits, le premier veut dominer le second. C'est pourquoi il y a opposition. L'homme moderne est donc dans l'action. Il est extérieur à lui-même. Il s'accomplit dans l'avoir et non dans l'être. Ayant abandonné l'esprit de contemplation qui est celui du christianisme, il a délaissé la vie intérieure au profit de la vie extérieure. Il n'a plus accès à lui-même. À l'inverse, l'homme oriental, dans toutes ses composantes, et particulièrement en Inde, est dans la contemplation. Il est dans son intériorité. Page 40. En Inde, cette dualité, contemplation et action, s'incarne dans les castes brahmanes et kshatriyas. La première incarne l'autorité spirituelle et la seconde le pouvoir temporel. Au Moyen-Âge, la disposition naturelle à l'action ne supplante pas la contemplation. L'immense maillage d'ordre monastique est la concrétisation de cet équilibre subtil entre l'action et la contemplation, et où cette dernière subordonne la première avec une austère autorité. Mais l'esprit moderne a inversé la situation. Il a réussi à imposer sa vision et à ôter toute valeur à la contemplation, la reléguant à une discipline moyenâgeuse, c'est-à-dire arriérée selon son point de vue. Et désormais, à l'aide de toutes ces chimères mercantiles, il séduit petit à petit cette humanité encore contemplative en vue de l'installer dans un matérialisme intégral. Nous avons vu qu'en Inde, les castes brahmanes et kshatriyas représentent respectivement le spirituel et le temporel. René Guénon précise, dans une note de bas de page, que les individus qui composent la première caste sont stables, et que ceux qui composent la seconde caste sont mobiles ou changeants. L'esprit moderne correspond à cette seconde caste. Le mouvement et le bouleversement sont donc idoines à cette nature, et cela se traduit dans l'époque moderne par la frénésie et l'agitation, entraînant angoisse et anxiété. Cette manière d'être n'a de cesse de perturber son environnement. En effet, l'esprit moderne veut tout modifier et tout changer. Cet esprit de conquête s'épanouit dans le remplacement, et tout ce qu'il remplace est remplacé par du provisoire, pour être à nouveau remplacé. On parle d'obsolescence programmée. Le changement est donc devenu l'objectif, de sorte que la stabilité ne règne plus là où l'esprit moderne a posé son regard. L'immuable et le permanent n'ont donc plus leur place, tout est compris sous le règne du changement, et la fameuse théorie de l'évolution de Charles Darwin n'est que la traduction biologique de ce mouvement permanent de transformation. Et l'esprit moderne tire de cette mutabilité une multitude de sciences qui sont les unes pour les autres étrangères, de sorte que chacune d'elles parade avec une autonomie royale. Elles s'emploient toutes à confirmer la vision matérialiste de l'univers et dans ce sens uniquement, alimentant tout naturellement l'athéisme qui désormais, en Occident, est omniprésent. L'ignorance volontaire des principes métaphysiques forme donc les esprits au matérialisme, au sens qu'il n'existe rien d'autre que la matière et ce qui en procède. Page 85. Par conséquent, nous dit René Guénon, les sciences sont profanes. Elles amassent des connaissances spécifiques, confinées dans des parcelles de réalité, avec un vocabulaire distinct qui leur donne une sorte d'autorité naturelle. Mais ces sciences, pour elles-mêmes, ne mènent nulle part et font plus que perdre du temps sur le chemin qui conduit à la vérité. Elles sont enfermées dans une intellectualité bornée au niveau de la plus basse réalité. Elles progressent que pour le triomphe d'elles-mêmes et dans le but d'améliorer la vie pratique. L'ingénieur, profil anthropologique de l'esprit moderne, a donc remplacé le sage et le mage. Il est la jointure entre la science et l'industrie, et par lesquelles le monde moderne assied sa pleine puissance. L'industrie est la manifestation concrète de l'esprit moderne et symbole du changement permanent. Cet assujettissement de la matière est le pouvoir central de l'esprit moderne. L'industrie est l'outil de la transformation de la matière, et l'esprit moderne en a fait la cathédrale de ses besoins. Il faut bien comprendre que ce déploiement matérialiste, aussi sensuel que pratique, est unique dans l'histoire de l'humanité. À ce niveau de performance technique, l'Occident a fait entrer l'humanité dans l'ère de l'avoir. En effet, l'industrialisme transforme inlassablement la matière en marchandise, et ce miracle d'enfantement trouve son allégorie dans la figure du Père Noël. Il est l'archétype universel du rayonnement de la matière, à travers les milliards de jouets qu'il distribue mystérieusement aux enfants du monde. C'est seulement dans l'abus que l'industrie est dangereuse, car elle finit par absorber toutes les énergies individuelles. Page 53. Toute l'activité humaine est donc désormais concentrée sur la possession du produit fini,
qui alimente le bien-être possessif. C'est l'éveil à la jouissance matérielle. L'individu est installé confortablement dans le solipsisme naturel de son ego, c'est-à-dire dans son individualité. Cette autocentralité psychologique est une singularité de l'esprit moderne. Page 61. Il faut tout réduire exclusivement au sensible individuel, au moi comme seul prisme de compréhension de la réalité. Page 64. En somme, l'esprit moderne, c'est l'intelligence collée au devenir de la matière. René Guénon insiste sur une particularité qui est le fruit de l'individualisme, à savoir le protestantisme. L'individualisme fait du relativisme sa grande doctrine qui affirme que les valeurs dépendent des circonstances et sont variables. L'individualisme produit toutes les divergences, toutes les déviations, tous les éparpillements et toutes les dispersions. Et c'est pour toutes ces raisons que le protestantisme est constitué d'une multitude toujours croissante de sectes. Page 66. Le protestantisme privilégie la morale à la base doctrinale, ce qui a conduit au moralisme et au sentimentalisme, reléguant l'idée de Dieu à une connaissance approximative. Et la morale laïque, qui désormais en Occident remplace la morale religieuse, provient de cette division confessionnelle. Elle est une branche pourrie qui a poussé sur la branche protestante. Le protestantisme, avec son esprit de protestation, a donc remis en cause l'autorité et les dogmes de l'Église catholique, laquelle était alors la forme spécifiquement religieuse de la tradition occidentale. Cette révolte contre l'esprit traditionnel a bien servi le monde moderne qui, pour se développer, avait besoin d'un affaiblissement de la papauté, dernier rempart contre le relativisme, l'esprit de division et de consommation. C'est avec son esprit de discussion, nous dit René Guénon, que le protestantisme s'est affirmé. Cet esprit de discussion a remis en question les dogmes de l'Église catholique ainsi que son mode de fonctionnement. L'homme moderne, imbibé de protestantisme, prétend faire descendre la vérité à son niveau là où le dogme catholique l'avait placé au-dessus de lui. Page 71. Cet esprit de discussion met sur un même plan l'opinion et l'ordre rationnel qui fait appel à des principes supérieurs, ce qui conduit à des discussions stériles qui n'aident ni l'entendement ni le discernement. L'esprit moderne, qui est relativiste et avec un a priori insolent, cloisonne la religion dans la superstition, au même titre, par exemple, que l'astrologie. L'esprit moderne décide à partir de son propre néant de ce qui est vrai et faux. La vérité n'est pas au-dessus de lui, et c'est avec une fausse humilité qu'il la définit. En somme, nous dit René Guénon, c'est l'inférieur qui juge le supérieur. L'erreur prend le pas sur la vérité, et l'humain abaisse le divin pour ramener la mesure de toute chose à lui-même. Page 73. C'est pourquoi la démocratie convient à l'esprit moderne, parce qu'elle est une conception à vue d'homme. C'est un pouvoir antispirituel parce qu'il donne le pouvoir au peuple, c'est-à-dire que ce pouvoir vient du bas, tandis que l'autorité spirituelle ne peut venir que d'en haut. Ce renversement de hiérarchie permet au pouvoir temporel d'exercer sa pleine puissance. Et le peuple, flatté de penser qu'il se gouverne lui-même, accepte d'être le dindon de la farce. Et le fait qu'il le croit, nous dit René Guénon, permet d'entrevoir jusqu'où peut aller son inintelligence. Page 91. Le suffrage universel est avant tout l'expression de la force qui par son poids écrase tout et surtout la vérité. Le suffrage universel est instable et inconstant. C'est pourquoi il ne peut adopter la vérité qui est autonome, immuable et donc invariable. Le suffrage universel, ne pouvant s'approprier la vérité du fait de son état changeant, fabrique l'idée que l'opinion majoritaire est la vérité. Page 80. C'est un renversement de l'ordre complet. La vérité, une et indivisible, est remplacée par les opinions narcissiques. La majorité, avec tous ses dérèglements psychologiques, se substitue à la vérité et ne la cherche même plus. Ainsi, la démocratie privilégie le point de vue du peuple à la vérité. La démocratie n'est donc pas en mesure d'élever la vérité en autorité. C'est pourquoi elle dégénère dans le sens de l'idéologie dominante. Le suffrage universel, c'est la somme arithmétique des opinions qui s'accordent sur le plus petit dénominateur commun où ne se reflète aucun principe supérieur capable d'unifier réellement le peuple. Page 82. Et comme aucun principe supérieur ne peut émerger, ce sont des principes quelconques qui sont élevés. C'est la victoire de la quantité et du nombre. Et c'est en démocratie que la fortune, qui est une valeur exclusivement quantitative et matérielle, augmente de manière exponentielle, accentuant par conséquent les privilèges et les inégalités.
La préoccupation du monde moderne est la matière, parce qu'elle est immédiatement perçue par les sens. Rien ne peut exister en dehors de ce qui peut se voir, se toucher, se mesurer, se compter et se peser. L'esprit moderne considère que tout ce qui échappe au sens est inconcevable ou impensable. Ce n'est pas digne d'intérêt. Page 87, page 90. Et cette manière de concevoir le monde est communiquée chez les autres avec un prosélytisme passionné. Page 101. C'est une forme d'invasion, nous dit René Guénon, qui empoisonne les intelligences et tue la spiritualité. Ce matérialisme est d'ordre satanique parce qu'il est descendant et infériorisant. C'est le spectacle de l'incompréhension profane et joué par des naïfs et des habiles. Les premiers pensent que ce système de pensée doit être enseigné à tous et les seconds exploitent les premiers pour affermir leur position et satisfaire leur cupidité et leur instinct de violence. Page 106. C'est pourquoi, nous dit René Guénon, pour redonner à la masse la direction de la pensée traditionnelle, il suffit d'une petite élite bien formée intellectuellement et connaissant le sens profond de la doctrine catholique comme on l'entendait au Moyen-Âge. Page 98, page 109, page 112. En effet, l'auteur reconnaît qu'en Occident, il ne reste plus que l'Église catholique qui possède un caractère traditionnel. Bien entendu, René Guénon n'a pas assisté, de son vivant, à la protestantisation de l'Église catholique, à travers le Concile Vatican II. Le sport peut être considéré comme l'expression la plus authentique de l'esprit moderne et de son corollaire, le monde moderne. C'est le triomphe du corps, de l'homme chair, de l'animal humain. C'est donc la célébration de la matière organique qui se dépasse. Le sport est devenu l'idéal du monde moderne. Il est l'exaltation de la matière en mouvement. La brute a éclipsé le penseur et le contemplatif. C'est diabolique, nous dit René Guénon, parce que la matière ensorcelle l'esprit et le mène à ne penser qu'à elle. De plus, la matière se décompose et se désagrège. Elle tend vers sa propre fin. Elle finit par perdre son unité. Elle devient, comme la Bible l'affirme, poussière. Ce que confirme saint Paul dans sa lettre aux Romains, ici. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'esprit moderne finit donc par diviser tout ce qu'il touche. Il n'a de cesse de diviser parce qu'il tend, comme la matière, vers la dissolution. Voyez le sport et toutes ses disciplines, la philosophie et tous ses courants de pensée. Mais contrairement à la ramure impressionnante d'un arbre qui tire sa vitalité du tronc et avec lequel elle forme un tout majestueux, toutes ces branches sportives et philosophiques s'éloignent de leurs principes avec l'intention de devenir indépendantes et autonomes. C'est la perte de l'unité dans la diversité incontrôlable et la division sans cesse renouvelée. Toutes les disciplines sportives et tous les courants de pensée philosophique sont les expressions du règne de la quantité, ce qui nous amène à cet autre ouvrage de René Guénon, ici. Nous verrons donc dans une prochaine fiche de lecture comment la quantité est devenue la maîtresse du monde moderne et avec laquelle l'esprit moderne singe la qualité. Ainsi le sport, comme la philosophie, pour ne prendre que ces exemples, s'accapare l'ego des individus pour les diviser, les spécialisant vers telle ou telle spécificité, et les enfermant définitivement dans une façon de bouger ou une manière de penser. Ce cloisonnement a pour but de réduire l'humain à une fonction corporelle ou intellectuelle précise, si précise que l'humain est réduit à vivre selon une expérience d'être étroite et comprimée. L'esprit moderne travaille donc à la division perpétuelle pour devenir finalement un monstre d'incompréhension.